Parfait. Bonjour à tout le monde. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Bonjour, Rivage. On est ravi de t'accueillir pour notre nouveau webinaire, qui est un webinaire un peu particulier cette fois-ci. Nous, on le considère un peu comme un hors-série. Pour nous parler, tu vas nous parler d'Homo Biosphéris, hein, ce concept passionnant. Aujourd'hui. Voilà, on va attendre encore quelques secondes que les personnes se connectent. Moi, je suis accompagné aujourd'hui comme d'habitude, pour celles et ceux qui ont l'habitude de participer à nos webinaires, je suis accompagné de Clémence, ici mon associé. Bonjour tout le monde. Enchanté. Qui va me supporter, qui va prendre les questions, qui va être là en cas de problème et voilà, et qui va prendre les questions aussi pour la fin, parce qu'on a prévu un temps de questions à la fin. Et puis voilà, donc il est 12h02, on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, nous, on fait un petit instant auto-promo. On vous rappelle qui on est, Rivage. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe aujourd'hui. Notre mission aujourd'hui, c'est d'embarquer les directions et les collaborateurs dans leur passage à l'action et dans leur transformation écologique autour de la question du vivant. Donc, toutes nos approches, elles se font autour du vivant. Et donc, c'est pour ça qu'on nomme aussi nos webinaires, qu'on intègre aussi toujours dans nos webinaires le thème du vivant. Et aujourd'hui, moi, avant de commencer le webinaire, j'avais envie de vous dire 2-3 mots sur notre atelier qu'on a sorti en début d'année et qu'on anime aujourd'hui au sein des organisations et au sein des collectivités. C'est l'atelier Suivez la piste du vivant. En quelques mots, c'est un atelier de 3 heures, un peu sur le même format que les différentes fresques. Donc, c'est un atelier de 3 heures en intelligence collective à destination des collaborateurs et des directions, où on invite les participants à comprendre les liens d'impact et de dépendance qui existent entre les organisations et les écosystèmes. Voilà, donc c'est un atelier dans lequel on mobilise la réflexion, la créativité, l'action, et à l'issue duquel on ressort avec pas mal de pistes d'action pour mettre son organisation sur la voie de la préservation du vivant. On vous en redira quelques mots à la fin du webinaire, puisqu'on anime une réunion d'information le mardi 25 juin prochain. Donc, on vous proposera aussi de vous inscrire, si vous le souhaitez, à cette réunion d'information. Et on vous donnera des infos aussi à l'issue de ce webinaire sur cet atelier. On va pouvoir du coup attaquer au programme aujourd'hui. Pendant cette heure qu'on a avec toi, Jean-Pierre, on va commencer par une introduction sur toi, ton parcours passionnant qui t'a amené aussi à Homo Biosphéris. On va aborder différents enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire Homo Biosphéris? Qu'est-ce que ça veut dire l'humanité au service de la biosphère? On va parler évidemment de Révolution bleue, ton livre dernièrement sorti. Et ensuite, on va aussi aborder, c'est un enjeu aussi qui est important pour nous, l'axe entreprise et pourquoi est-ce que le concept d'Homo Biosphéris peut être un récit hyper fort pour embarquer les entreprises dans leur transformation écologique. Et on se laissera 10 minutes à la fin, une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc voilà, surtout n'hésitez pas pendant toute la durée du direct à poser vos questions dans le chat. On les prendra pour la fin. Puis même, on pourra même essayer d'y répondre au cours du live, quoi. Jean-Pierre, merci beaucoup d'être là. On est vraiment super content de t'accueillir. Une première question, nous, qu'on a l'habitude de poser à nos intervenants et nos intervenantes, c'est celle-ci, celle que tu peux voir, celle que vous pouvez voir à l'écran. C'est le rapport. Est-ce que toi, tu peux nous dire en quelques mots le rapport que tu entretiens aujourd'hui avec le vivant? Alors, c'est une réponse à plusieurs étages. Aujourd'hui, dans mon quotidien, moi j'habite à Paris, dans la zone la plus minérale de Paris, près de la place de la République. C'est une des zones dans lesquelles il y a le moins de parcs et le moins d'arbres et le moins de biodiversité. Donc, j'agis dans la zone la plus inerte qui soit, pour essayer
de réenchanter notre rapport au vivant. Mais ce rapport au vivant, moi, je dirais dans mon enfance, j'ai eu un rapport très fort au vivant. J'ai eu la chance de grandir dans une maison dans laquelle il y avait toujours un jardin, des potagers. J'ai toujours passé toutes mes vacances chez ma grand-mère dans ce potager. Et puis, il y avait beaucoup de zones, que ça soit dans la zone où j'habitais à Nice, dans la colline d'en face, extrêmement sauvage, et là où habitaient mes grands-parents aussi, où j'ai passé beaucoup de temps en nature et eu la chance, moi je suis né en 73, de voir ce que c'était la nature sauvage près des villes. Et là, par exemple, tu as cette diapositive avec cette grenouille. Je me rappelle, près de chez ma grand-mère, il y avait des zones dans lesquelles on allait avec mes cousins, dans lesquelles il y avait un château d'eau. Et autour de ce château d'eau, il y avait des tonnes de rainettes et de couleurs extrêmement différentes. Et quand on était petit, c'était voilà, notre but, c'était de partir à l'aventure et d'arriver dans cette zone-là. Et aujourd'hui, en fait, c'est des animaux qui n'existent plus dans cette zone parce que déjà leurs habitats ont été détruits. Et puis, il n'y a plus autant de diversité de batraciens qui existent à cette époque parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et puis, leur population, elles étaient pas, voilà, elles ont été portées par le stress. Et à cause de ce phénomène de mémoire écologique, moi, j'ai vraiment grandi dans une époque où il y avait une très forte biodiversité encore. Et j'ai ça en tête, et c'est ça pour lequel je me bats, ou en tout cas je m'implique, parce que j'aime pas utiliser des métaphores guerrières. Voilà. Donc moi j'ai un rapport fort à cause de cette enfance, et je dirais même mon engagement, il vient à l'enfance. Quand j'avais 4 ans, mes parents m'ont offert un livre sur les animaux en voie de disparition. Il y avait au début de ce livre des animaux qui avaient complètement disparu de la biosphère, le dodo et quelques autres animaux qu'on ne connaîtra plus jamais. Je ne comprenais pas que ces animaux aient été tués jusqu'au dernier. Puis dans le reste du livre, il y avait tout un tas d'animaux emblématiques, le léopard, le panda, les éléphants, où on voyait leur population se réduire drastiquement. Et pour moi, il y avait quelque chose d'assez insupportable. Et je m'étais toujours dit que quand je serais grand, j'essaierais de faire quelque chose pour, un, comprendre pourquoi on détruit le vivant, et deux, essayer de faire quelque chose pour réconcilier l'humanité et la biosphère. Donc ça, c'était quelque chose de très profond et qui remonte à l'enfance. Et j'ai toujours été un passionné d'histoire d'animaux, d'observation d'animaux, même si aujourd'hui, j'habite pas à la campagne, mais je me soigne. Ça me parle pas mal ce que tu racontes. Moi aussi, j'ai grandi à la campagne et entouré de vivants dans le sud des Landes. Et je crois aujourd'hui que moi, mon amour du vivant trouve sa genèse dans cette enfance aussi, quoi. Donc, ça me parle pas mal. Merci pour ce retour d'expérience. On va commencer, du coup, tu vas pouvoir nous parler un peu de ton parcours. Moi, je t'ai découvert, Jean-Pierre, il y a quelques années, à travers la vulgarisation que tu as faite de l'Overview Effect. Parce qu'au départ, à travers cette vulgarisation-là, parce que moi, je suis assez passionné par le cosmos, et du coup, je t'ai découvert par cet angle-là. Puis il y a quelques mois, j'ai entendu beaucoup parler de toi aussi à travers différentes interviews et différentes prises de parole. J'ai lu Siècle bleu il y a quelques mois, qui sont les premiers livres avant Révolution bleue. Donc tu as un parcours qui est assez riche, assez dense, et qui t'ont amené, j'imagine, à imaginer cette idée d'homobiosphérisme. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ce que tu as fait depuis pas mal d'années maintenant? Alors, bon, au départ, moi, j'avais pas cette idée d'homobiosphérisme, en tout cas quand j'étais ado ou quand j'étais enfant. Ce que j'avais, c'était une volonté d'essayer d'amener un autre regard sur la situation entre l'humanité et la biosphère, pour essayer de faire avancer les choses, au moins dans quelques petits domaines. Et donc, quand j'étais enfant, moi, je me disais que le meilleur moyen pour convaincre les gens, c'était d'objectiver les choses. Donc, je me suis tourné vers les sciences avec l'idée que si on arrivait à rationaliser les explications, on devrait pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, moi, j'ai fait des études scientifiques, études d'ingénieur. Et puis, très vite, dans les études d'ingénieur, j'avais le choix entre aller soit vers les sciences du climat, parce que moi, j'étais élève ingénieur. Je suis rentré en 93 dans ces études-là, donc il y avait déjà beaucoup de gens qui s'occupaient de modélisation du climat.
après le sommet de Rio de 92. Mais je me disais, en fait, dans les modélisations du climat, il y a un paramètre qui est toujours microscopique, qui est le taux d'émission de CO2, c'est-à-dire que l'activité humaine était mesurée par un chiffre. Et que derrière, ce chiffre qui était les émissions de CO2 de l'activité humaine, ou des taux de pollution qu'on avait, il y avait toute l'organisation de l'économie, et que si on voulait effectivement résoudre ce problème-là, alors comprendre l'atmosphère, comprendre les interactions entre l'atmosphère et les océans, les courants, etc., le fonctionnement des forêts, des captations de CO2 naturel, tout ça, c'est extrêmement important. Mais le paramètre qui me semblait le plus important, c'est comment on arrive à faire changer en fait l'output en fait de l'humanité dans la biosphère. Et donc très vite je me suis tourné vers l'économie. Donc moi, en parallèle de mes études d'ingénieur, j'ai fait un DEA des modélisations mathématiques pour l'économie à la Sorbonne. Et puis ça m'a tout de suite passionné, parce que je me suis dit en fait l'économie, c'est vraiment on va dire le métabolisme de l'humanité, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à l'humanité de vivre. Et j'avais été très marqué à cette époque, parce que moi j'étais vraiment dans une logique de modélisation, par les travaux qu'avait fait le couple Meadows dans les années 70 pour modéliser en fait, non pas le système Terre, mais modéliser le système humanité avec toutes ses composantes, le système agricole, le système, les ressources, les systèmes de santé, la population, etc. Et de se dire finalement, si on fait une simulation de ça, on arrive à montrer qu'on va dépasser les limites planétaires et qu'on va vivre des effondrements. Donc je me disais, le cœur, c'est d'arriver à prendre ce système économique, de l'optimiser pour arriver à quelque chose qui utilise moins de ressources. Donc très vite, je me suis tourné vers un domaine de recherche en mathématiques qui s'appelle l'optimisation, avec l'idée d'optimiser l'économie humaine. Donc au départ, moi j'ai travaillé sur le problème d'optimisation qui avait le plus compliqué en France, qui était l'optimisation du parc de production d'EDF. Donc, j'ai fait de la recherche dans le centre de recherche d'EDF pour gérer, en fait, quand est-ce qu'on active telle centrale nucléaire, tel barrage hydraulique. Donc, c'était de l'optimisation dans l'incertain, avec l'idée de minimiser gérer à la fois l'énergie et puis la trajectoire CO2 de cette énergie là-dessus. Donc ça, c'est des calculs qui étaient gigantesques. Et après, je suis allé travailler pour le ministère de l'énergie américain, avec l'idée d'utiliser toute la puissance de calcul en 97 qui était offerte par les machines qui n'étaient pas utilisées par Internet. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore le cloud computing, ça s'appelait le meta-computing. Et d'ailleurs, on a construit dans ce laboratoire toutes les couches basses qu'on servait ensuite au cloud à émerger pour pouvoir résoudre d'immenses calculs là-dessus. Et moi, j'avais toujours l'idée de simuler toute l'économie humaine pour arriver à l'optimiser. Et ça, c'est des travaux de recherche qui m'ont valu des prix en maths assez prestigieux, parce qu'on a résolu des problèmes qui n'avaient jamais été résolus avant. Mais moi, j'avais envie de ne pas travailler sur des problèmes académiques, c'est-à-dire des problèmes qui n'existent pas, mais de travailler vraiment sur des problématiques d'entreprise. Donc après, j'ai participé à la création d'une boîte qui s'appelle Artelis, qui était une boîte de mathématiciens qui devait aider à modéliser, simuler et optimiser les décisions des entreprises pour réduire leur impact. Et en fait, assez vite, je me suis aperçu que quand on optimise, moi, je me disais, l'optimisation, c'est vraiment la science du futur, c'est-à-dire c'est l'art de faire la même chose avec moins. Mais en fait, le même calcul peut servir à faire plus de choses avec la même chose. Et ça, je me suis dit, il y a un problème, c'est-à-dire que si on ne change pas les règles du système, en fait, si on optimise, on va juste pousser le problème un peu plus loin. Et donc, ça m'a amené à un cas de conscience. Et je me suis dit, ça ne sert à rien d'optimiser un système dont les règles ne sont pas les bonnes. Il faut arriver à changer les règles du système. Et donc, moi, je suis parti après travailler dans le domaine de l'énergie pour une société qui définissait les nouvelles règles du système énergétique européen dans le cadre d'une libéralisation de l'économie. Et là, je me disais, non seulement c'est compliqué de faire une transition énergétique, en plus on libéralise, donc comment on fait ça? Et on a essayé de créer un marché qui était éthique et un marché qui qui permettait aux renouvelables de bien s'insérer de manière technique et économique dans le système. Donc ça, j'ai fait ça pendant 17 ans, j'étais directeur général de cette boîte. Et donc c'était une boîte qui utilisait des maths, des calculs, mais de l'économie, et c'était hyper pratique parce qu'en fait, c'est la boîte qui fait tous les prix de l'énergie en Europe, que ce soit les prix du gaz, les prix de l'électricité, à une époque même les prix du CO2, et puis des certificats verts d'énergie, etc. Donc pour moi, c'était vraiment mon laboratoire économique, mais à côté, j'ai toujours eu l'impression qu'on avait un gros problème de narratif en fait sur la transition écologique, et qu'on avait remplacé justement quelque chose qui était assez flippant, quoi, c'est-à-dire cette crise des limites planétaires,
par quelque chose qui était du calcul, donc des nombres, ou par quelque chose de très process, des normes, des réglementations, des discussions politiques à en plus finir. Et moi, je voulais revenir au caractère un peu d'épopée qu'il y avait derrière la transition écologique, en se disant, en fait, c'est le moment le plus incroyable de l'histoire de l'humanité, où effectivement, ça peut faire peur, mais si on arrive à dépasser, à arriver à réinscrire l'humanité à l'intérieur de ses limites planétaires, on fait un travail qui servira pendant des centaines ou des milliers de siècles et dont le futur pourrait nous être vraiment redevable. Et j'avais envie de raconter une transition écologique qui marche. Donc au début, j'ai écrit les 2 premiers livres que tu as lus, là, Siècle bleu, en 2010 et en 2012. Ça a été publié, mais ça m'a mis presque 10 ans à écrire, avec l'idée de mettre dans un récit des choses auxquelles que je ne voyais pas dans des rapports d'État. C'est-à-dire, moi, j'étais très clair sur la hauteur gigantesque des problèmes dans l'énergie, mais aussi dans les autres secteurs. Je voyais bien aussi les nouveaux concepts en émergence qui étaient là, mais je ne voyais pas comment l'un pouvait aller en face de l'autre. Ou en tout cas, je ne voyais pas dans les discours politiques ou dans les discours des chercheurs quelque chose de suffisamment radical pour arriver à faire que ces choses en émergence arrivent complètement à retourner le système. Et donc, pour moi, c'était le roman un moyen de partager les solutions, mais dans un cadre où on voyait bien les problèmes. Donc, Siècle bleu, c'est un livre, on va dire une utopie, dans lequel des héros essayent de proposer une voie pour transformer le monde. Et il y a 2 personnages principaux. Un qui est un éco-activiste, qui crée une ONG clandestine qui est là pour lutter en fait contre les gouvernements ou les entreprises qui polluent, quoi. Et il devient très vite ennemi public numéro 1 parce que les gens n'aiment pas ce genre d'institutions, évidemment, en plus quand elles sont clandestines. Et son meilleur ami est astronaute, il voit la Terre justement depuis l'espace, et lui, il est beaucoup plus poète, beaucoup plus philosophe. Et c'est vraiment par l'alliance des deux, l'énergie de l'un et la poésie de l'autre, qu'ils arrivent à la fin à changer un peu l'état d'esprit de l'humanité. Et à la fin de ce roman, le héros rêve en fait d'une révolution bleue qui soit un long processus par lequel l'humanité arrive à changer tout le système économique inspiré par cette vision de la Terre vue depuis l'espace. À l'époque, quand j'avais écrit le bouquin, le satellite qu'on utilise dans One Home n'existait pas. Je l'avais imaginé à la fin de Siècle bleu qu'il parte, et quelques années après, quand il est effectivement parti, ce satellite, et que personne n'en faisait rien, en fait, on a construit cette ONG là, et vous pouvez trouver sur onehome.org, et qui permet aux gens de vivre cet émerveillement qu'ont eu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Mais il y avait une chose qui s'était pas passée dans la réalité, c'est-à-dire que cette révolution bleue que j'appelais à la fin de Siècle bleu, elle n'était pas présente, quoi. C'est-à-dire, je voyais toujours, 10 ans après, énormément de choses en émergence, et je voyais toujours pas comment ça pouvait se mettre en face de la hauteur des problèmes. Et m'est venu, en fait, j'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais fin 2019 pour m'occuper au départ de One Home, mais j'ai été bloqué par le Covid. Enfin, on a quand même lancé One Home, mais c'est là où je me suis mis à refaire des recherches. Au début, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un nouveau roman. D'abord, je voulais faire des recherches pour me dire, on a besoin d'un concept nouveau existe-t-il un concept nouveau qui nous permettrait de rendre la transition écologique irrésistible et faire qu'on soit dans le sens du flot au lieu d'être à contre-flot. Donc, c'était ça, en fait, l'idée de départ. Et assez vite, dans mon cheminement, s'est posé la question, en fait, de savoir, et c'est lié à une phrase de Saint-Exupéry qui est d'ailleurs au cœur du roman Révolution bleue, qui est une phrase de Vol de nuit. Et dans Vol de nuit, il dit dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer, les solutions suivent. En fait, cette phrase a été déjà dans Siècle bleu, et ça fait 20 ans que je la mets dans toutes les conférences, et je me dis, il y a quelque chose dans ce truc-là. C'est quoi ces forces en marche qui permettraient de sortir de l'écologie des solutions vers une écologie où en fait tout devient simple. En regardant quelles sont les forces en marche dans l'univers, en fait, la force la plus profonde, c'est la force d'évolution qui permet de créer des choses sans planification. Et on est parti d'un tas de particules, et aujourd'hui, on est en train d'avoir une conversation à travers Internet pour parler du futur de l'humanité. Et
on serait très surpris si on lançait un sac de billes dans notre salon, de voir que 13,8 milliards d'années après, elles sont en train de converser pour se poser des questions sur comment est né l'univers et tout. Et moi, j'ai été toujours voilà, à la fois fasciné par ces questions d'émergence et d'organisation, et de me dire finalement la plus grande force en marche, c'est celle de l'évolution. Et je suis parti du principe en me disant, peut-être qu'on a raté quelque chose, et peut-être que l'humanité, ses limites planétaires, ne sont pas un mur infranchissable, mais un activateur d'une prochaine étape dans l'évolution de l'humanité. Et je suis parti à la recherche de vers quoi Homo sapiens pourrait aboutir, et non pas en faisant un prolongement logique de ce qui est aujourd'hui, comme l'a fait Harari en disant bah, aujourd'hui il y a de l'IA, donc l'humain il va fusionner avec les ordinateurs, etc. Donc ça, pour moi, c'est pas de la bonne prospective, parce que en prospective, ça c'est de la prospective qui est tendancielle. La prospective, elle va plutôt à chercher ce qu'on appelle des faits porteurs d'avenir, c'est-à-dire des signaux faibles qui, si on les extrapole, arrivent à changer complètement le monde dans lequel on est. Et on se rend compte que le monde évolue pas par extrapolation, il évolue toujours par des sauts, et souvent sur des choses qui sont complètement improbables. Et en recherchant, en faisant des recherches sur l'évolution, au début de tout, hein, c'est-à-dire comment on est passé des particules aux atomes, des atomes aux molécules aux réactions chimiques, des réactions chimiques aux êtres vivants, des êtres vivants monocellulaires vers les multicellulaires. Je regardais en fait toutes les transitions de l'évolution, la création des planètes, des étoiles, etc., des trous noirs, des galaxies, toutes les structures. Je voyais qu'il y avait quand même toujours ces notions de saut en complexité, qu'on évoluait toujours vers des structures d'ordre supérieur. Et c'est là, à un moment donné, en regardant notamment 2 sauts en complexité sur la Terre, un qui est le passage du monocellulaire au multicellulaire, qui est aujourd'hui un des trucs les plus incompréhensibles dans la science, c'est-à-dire comment une équipe… Ah bah, je crois qu'on en parle juste après, tu vois. Donc, Après, bah, en tout cas, juste pour finir, qu'est-ce qui m'a amené là-dessus ? En fait, pour moi, c'est une espèce d'obsession de me dire, de chercher quelque chose de facile qui puisse aider tout le mouvement de la transition, c'est-à-dire de ne pas rajouter quelque chose en plus au mouvement de la transition, mais de rajouter un concept qui soit à la fois biologique et dans la psyché, parce que j'ai beaucoup analysé dans ces recherches le fonctionnement de la psyché humaine, notamment toutes les parties inconscientes, les archétypes et les choses qu'on pourrait structurer dans l'inconscient collectif qui permettraient d'activer des changements sociétaux et des changements sociologiques. Voilà. Et ça m'a amené à faire des recherches qui étaient totalement en dehors de ce que moi j'avais fait, c'est-à-dire des maths et de l'économie. Donc moi j'ai fait beaucoup de recherches là, ces dernières années, plutôt dans voilà, la biologie, l'évolution et sociologie et psychologie, pour essayer de voir s'il n'y avait pas de tout ça quelque chose de nouveau à faire émerger. Donc c'est ça qui m'a amené à formuler Homo Bioceres. Ouais. Trop bien, très hyper riche. Du coup, tu as fait une petite transition vers le prochain sujet dont moi j'aimerais parler. Aujourd'hui, effectivement, tu l'as souligné, le problème, c'est que l'humanité, elle n'a pas trouvé son équilibre avec la biosphère. On surconsomme. Aujourd'hui, on a 6 des 9 limites planétaires qui sont déjà dépassées. On n'a pas réussi à faire entrer le développement de nos sociétés dans ce cadre-là. Et donc, aux origines de ta réflexion, tu as commencé à en parler un petit peu, mais moi, j'aimerais bien que tu approfondisses un peu ça. T'imagines une prise de conscience de l'espèce humaine en tant que collectif pour s'inscrire dans le cadre des limites planétaires. Et tu parles de cette analogie entre les cellules d'un corps humain qui n'ont pas conscience de faire partie de ce corps humain-là. Je trouvais que cette analogie était très parlante et qu'elle illustre bien ce que pourrait être Homo Bioceres. Ouais. Alors, alors, effectivement, mais moi, quand je suis parti dans ces recherches, je suis vraiment parti sans savoir ce que j'allais trouver en laissant fonctionner l'intuition. Et c'est comme ça que moi, je faisais en maths. Et voilà. Et au départ de cette réflexion, il y avait une réflexion en mathématiques, moi, qui m'obsédait depuis longtemps, qui était une méthode de travail qu'avait formulé un mathématicien qui était le mathématicien le plus intuitif et sans doute le plus illustre du XXe siècle, qui était Alexander Grothendieck, qui est un franco-allemand qui a eu la médaille Fields et qui, lui, disait moi, je ne supporte pas d'avoir des problèmes qui soient dépliés, particuliers. Ce que j'aime, c'est généraliser les problèmes pour les traiter, en fait, dans l'ensemble. Et moi, j'avais l'impression que dans l'écologie, on s'épuisait un peu comme des pompiers qui devaient éteindre 1000 feux
à aller éteindre le feu dans l'agriculture, éteindre le feu dans l'économie, éteindre le feu dans la santé, etc., sans aller nécessairement à la racine de tout ce que toutes ces choses-là avaient en commun. Et Grothendieck, quand on lui donnait un problème, il le généralisait, le généralisait, le généralisait. Il arrivait dans un espace où le problème était suffisamment abstrait, où en 2 cours de clac-clac, il arrivait à résoudre le problème. Il résolvait 10 000 théorèmes en un coup, au lieu d'en résoudre un. Et en regardant le problème entre l'humanité et la biosphère, en fait, aujourd'hui, on gère une multitude de problèmes dépliés, comme je vous ai expliqué, alors qu'en fait, j'avais l'impression que c'était, par intuition, un problème de rapport d'un tout TOUT avec un autre tout. C'est-à-dire l'humanité, c'est un tout, la biosphère, c'est un tout, et comment on situe l'un par rapport à l'autre, et il y a quelque chose de l'ordre de notre place dans le vivant et de notre place dans l'univers, quelque chose qui n'était pas bien en place dans notre psyché, qui fait que, du coup, tout ça, c'est compliqué. Et un problème de représentation. Et ce truc de représentation, assez vite, je suis allé sur les notions de collectif, parce que les collectifs, l'émergence des collectifs, c'est quelque chose qui échappe complètement à la compréhension, qui fait partie de ces sciences de l'émergence, et qui échappe à la compréhension des scientifiques. Donc, le premier collectif qui est, donc vous avez une force qui est à l'œuvre depuis l'origine de la création de l'univers, qui est une force d'association. Il y a aussi des forces de destruction, il y a des forces de conservation, mais la force d'association qui fait que des quarks ensemble, on fait, on va dire, des noyaux après on fait des atomes on fait des molécules, on a parlé. Il y a eu ce passage où vous aviez des êtres vivants qui étaient séparés et qu'on formait un collectif qui est un individu plus grand, multicellulaire. Et ça, on ne comprend pas comment, par l'association, il y a un individu avec une nouvelle identité qui n'est pas celle des parties qui émergent. Alors, ça peut paraître ésotérique, mais vous tous, vous êtes là qui écoutez des collectifs de 30 000 milliards de cellules individuelles qui sont plus que la somme de ces parties et qui sont vous, et qui font que vous êtes en train d'écouter un webinaire sur l'avenir de l'humanité aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne sait pas où est cette personnalité. Alors, on peut dire, oui, c'est dans le cerveau, etc. Mais en tout cas, il y a ce sentiment du collectif. Et ces cellules n'existent que parce que le collectif prend soin d'elles. Elles ont renoncé, en fait, à leur indépendance, mais elles profitent de la richesse d'être dans le collectif. Et si vous arrêtez de vous alimenter, ou vous arrêtez de respirer, ou vous mettez une balle dans la tête, en fait, toutes vos cellules, elles meurent, c'est-à-dire elles dépendent du tout pour que les parties puissent survenir. Et c'est à vous d'aller vous alimenter pour qu'elles puissent, ou d'aller boire ou de respirer pour leur donner à manger. Et ça s'est passé une deuxième fois dans le vivant, quand on a eu, en fait, de manière là aussi invisible, parce que du point de vue de vos cellules, vous n'existez pas probablement, quoi. Les cellules ne vous ont jamais rencontré. Mes cellules n'ont jamais rencontré Jean-Pierre Goutte. Tes cellules ne t'ont jamais rencontré Thibaut. Et on est quelque chose d'un ordre tellement grand par rapport à elles que même si on devait organiser cette rencontre, on ne trouverait pas le langage, on ne trouverait pas la manière d'organiser cette rencontre. Et il y a quelque chose un peu du même ordre qui est à l'œuvre dans le rapport entre les êtres vivants et la biosphère. Alors la biosphère, on peut voir ça comme la somme des êtres vivants, de la même manière que vous pourriez être un espèce de collier de cellules, mais vous n'êtes pas juste un collier de cellules, vous êtes vous. La biosphère, selon l'hypothèse Gaïa qui avait été formulée par James Lovelock, pourrait être, et Lynn Margulis, un être vivant. Et cet être vivant aurait une existence et se maintiendrait dans le temps. Alors, il y a des gens qui disent que ça ne peut pas être un être vivant parce qu'il ne fait pas de bébé, etc. Mais déjà, il se maintient dans le temps. Cette biosphère, elle existe depuis des milliards d'années. Elle a survécu à des cataclysmes énormes, mais surtout, elle a évolué par la coévolution de toutes les parties qu'elle avait. Au départ, elle était extrêmement simple. Il y avait quelques cycles de rétroaction. Puis, petit à petit, elle s'est structurée de manière de plus en plus complexe. Et aujourd'hui, on considère que si la Terre est habitable, c'est à cause de cette présence de cette biosphère qui, à la fois, maintient la température en homéostasie, distribue un certain nombre de nutriments qui sont essentiels, que ce soit l'eau et d'autres éléments chimiques qui sont indispensables à la vie, cycle du carbone, cycle de l'oxygène, cycle de l'hydrogène, cycle du phosphore, cycle du soufre, toutes ces molécules, les schnops là, qui sont indispensables au vivant, elles sont absolument incroyables. Et tout ça, c'est géré par une créature invisible, de la même manière que vous êtes invisible pour vos cellules. Et pourtant, à chaque moment, chaque inspiration, chaque respiration, c'est une inspiration avec Gaïa et c'est une expiration avec Gaïa. Un peu comme le sang qui vous arrive et qui repart.
là-dessus, les cellules se disent pas, tiens, d'où vient ce sang, où il repart. Ils savent pas qu'il y a un système cœur-poumon qui va aller traiter tout ça. Et ils savent pas qu'il y a un immense réseau. Et pourtant, ce système, il alimente 30 000 milliards de cellules à chaque instant. Et pour moi, quand je vois ça, je me dis, en fait, on n'a pas pris conscience qu'on vit à l'intérieur d'une créature. Et ça, c'est absolument incroyable. Et de la même manière que vous avez un projet qui n'est pas celui de vos cellules, quel est le projet de la Terre? Et en fait, aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas interviewé la Terre, mais ce qu'on voit, c'est que dans le temps, si on regarde son histoire là-dessus, il y a quand même un sens de son évolution. Est-ce qu'il est préécrit ou pas? On laissera ça à des philosophes ou à des religieux. En tout cas, il y a un sens de cette évolution. Et l'humanité que l'on voit souvent posée comme, alors voilà, on a des humains, on a une biosphère, comment est-ce qu'on résout le problème entre les deux? En fait, on n'est pas arrivé, comme dans la Bible, du jour au lendemain, comme ça, sur la Terre. On est des émanations de la Terre, Teilhard de Chardin le disait, hein, on est des fruits de cette évolution de la Terre. Et donc, de regarder en fait l'humanité comme une partie du vivant, se pose la question de vers quoi évolue l'humanité vis-à-vis de la biosphère. Et l'hypothèse que moi je formule, c'est qu'on pourrait aller vers un collectif, c'est-à-dire que le prochain stade d'évolution de l'humanité pourrait être de former un méta-organisme, c'est-à-dire un ensemble de 8 milliards d'humains qui soient un futur organe de la biosphère, et que les limites planétaires, comme on voit comme un mur infranchissable, seraient au contraire l'activateur qui permet à ces cellules de s'unir. Et si l'humanité se considère comme un organe de la biosphère, on va en parler tout de suite, automatiquement, ça pose la question de quel est notre rôle, puisqu'un organe, il se définit par ses fonctions, quel pourrait être notre rôle à la biosphère? Et on se rend compte que la biosphère a déjà d'autres organes, que ce soit les forêts, le phytoplancton, vous pourriez même mettre les mangroves, etc. Ça a des petits rôles de filtration, des rôles locaux, des rôles globaux, des rôles biosphériques, et l'humanité pourrait avoir un rôle biosphérique. Et d'arriver à situer les choses comme ça, si l'humanité devient un organe, et ça, on va en parler maintenant, on peut voir que tout un tas de choses que l'on définissait comme étant une correction du système économique deviennent en fait un affinage du métabolisme de cette créature qu'est l'humanité au sein de ce collectif du vivant. Okay. Et ok. Et t'en as parlé, t'as commencé à en parler de James Lovelock et de Lynn Margulis avec l'hypothèse Gaïa. Ce concept d'homobiosphérisme que tu nous expliques, il a aussi pas mal de. Donc je fais une petite parenthèse, mais il a aussi pas mal de sources d'inspiration différentes, notamment Yves Klein, Le Petit Prince, avant de repartir sur le concept en tant que tel. Est-ce que tu Alors, nous parler un peu de ça? Pour ceux qui sont présents, le Lovelock, donc c'est lui qui a formulé, donc lui c'était un chimiste qui a formulé cette hypothèse Gaïa sur le fait que la Terre pourrait être un être vivant qui maintient les conditions d'habitabilité pour toutes les espèces. Dans les autres inspirations, moi, il y a une inspiration très forte de Teilhard de Chardin, qui avait inventé le concept de noosphère et qui avait travaillé aussi avec Vernadsky sur ce concept-là. Et Vernadsky est une des personnes qui a formulé le concept de biosphère. Donc ça, pour moi, c'est très important. Il y a tous les gens de Biosphère 2 aussi, qui ont essayé de créer une mini-biosphère artificielle pour analyser les rapports entre l'humanité et la biosphère au sein d'un mini-environnement pour 8 personnes. Et pour moi, en fait, Biosphère 2, c'est pour ça que je le mets autant dans Siècle Bleu et dans Révolution Bleue. C'est un laboratoire pour analyser à 8, ce qu'il faudrait analyser à 8 milliards, en fait, puisqu'on vit dans un système clos aussi. Et puis après, bon, il y a des références qui sont plus personnelles et que j'ai mis pour le roman, mais qui, pour moi, ont été extrêmement profondes. C'est que Yves Klein, qui est un peintre qui avait l'idée de faire une révolution bleue, lui, voyait de propager le bleu partout dans l'humanité. Et pour moi, si l'humanité devient multicellulaire, c'est une métamorphose où chacun, à un moment donné, on va accepter de jouer le rôle de cette multicellularité. Et on est un peu comme les cellules imaginales d'une chrysalide qui vont aller exprimer de l'ADN de papillon. Donc nous, on pourrait exprimer de l'ADN d'Homo bioceris et répandre le bleu, c'est le fait que les cœurs des humains se relient et deviennent tous bleus. Donc, il y avait cette métaphore de la révolution bleue d'Yves Klein, qui est un peintre niçois qui m'a beaucoup inspiré et qui a donné le titre en fait de cette saga. Et puis, il y a effectivement Le Petit Prince, parce que en fait, de manière assez étonnante,
Le Petit Prince a peut-être un de ses secrets, qui est le secret de cette évolution de l'humanité vers le collectif. Et quand vous regardez la couverture du Petit Prince, vous avez un géant humain sur une petite planète. Moi, c'est une chose qui m'a toujours un peu interloqué. Et en fait, ce géant humain, je me suis dit, c'est peut-être pas en fait un individu, mais c'est peut-être un collectif, et que le secret du Petit Prince, il est peut-être sur la couverture, cachée depuis 80 ans. En tout cas, c'est l'hypothèse du roman, où le Petit Prince incarnerait un collectif qui aurait réussi sa transition et qui viendrait dialoguer avec nous. Et quand je vous disais, si nous on parlait avec, enfin nos cellules parlaient avec nous, on ne saurait pas comment leur parler. Quand le Petit Prince arrive, si c'est un collectif qui vient parler à un aviateur, bah, il arrive comme dans un rêve, il repart comme dans un rêve, et la discussion, elle aurait probablement lieu dans les rêves. Donc, il y a beaucoup de réflexions dans le bouquin, dans le roman, sur les rêves. Et le Petit Prince, avant d'arriver sur Terre, il visite 6 planètes dans lesquelles il y a toujours un gigantesque humain sur une petite planète. Et tous ces humains ont un défaut ou une maladie. En fait, ces maladies, c'est des maladies de l'humanité. On est addict comme le buveur, on est vaniteux comme le vaniteux. On se comporte comme le roi, c'est-à-dire on considère que les choses nous appartiennent au lieu de considérer qu'on leur appartient. C'est-à-dire, voilà, on voit tout à travers les chiffres, et on est prêt d'ailleurs aujourd'hui à flinguer le monde juste parce qu'on ne sait pas comment expliquer à nos actionnaires qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Et donc, voilà. Et donc, le Petit Prince, ça peut être un manifeste d'activation de conscience planétaire, et en tout cas de collectif planétaire. Ça, c'est l'hypothèse que je suis dans le bouquin. Mais il y a plein d'autres inspirations. Ok. Pour revenir du coup à ce concept d'homo biosphéris, donc ce que tu défends, c'est qu'on pourrait transformer chaque entité de la société donc pour s'inscrire au service de la biosphère, et que si on prenait conscience de cette qu'on faisait partie intégrante de la biosphère, alors tout pourrait se transformer plus facilement, plus naturellement, Ouais. et que tous les pans de la société, donc là on peut voir l'économie, la géopolitique, l'agriculture, etc., etc. Qu'est-ce que ça voudrait dire au sens propre, cette transformation Voilà. de tous les pans de la société, et quelles seraient les nouvelles fonctions de cet organe que tu définis? Alors, si au lieu de penser à, je dirais, si on pense à l'humanité comme un tout, donc vous avez 8 milliards d'humains. Ces 8 milliards d'humains, ils ont un certain nombre d'occupations. Et l'humanité, pour vivre, utilise un certain nombre de réactions chimiques, qui sont toutes les transformations qu'on fait des matériaux, toute l'énergie qu'on utilise. Et vous pouvez voir le fonctionnement de l'humanité, donc de l'économie, puisque l'économie, c'est l'ensemble des interactions des humains, comme étant le métabolisme de cette créature. Le métabolisme de ton corps, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui te permettent de vivre, donc ce que tu manges et ce que tu vas dépenser pendant la journée. Et l'humanité, c'est la même chose. Et quand on regarde en fait la transition du point de vue du tout comme ça, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une économie, c'est-à-dire une créature qui est en sur-régime, quoi, qui est complètement en sur-régime, et qui, en plus, n'a pas pensé à la taille de la planète sur laquelle il est là, et est en train de déduire le substrat qui lui permet de vivre. Et donc, on dirait une sorte de maladie auto-immune ou un cancer, quoi. Et si on atterrissait vers un organe, c'est-à-dire qu'on considère que la biosphère, c'est un grand concert dans lequel vous avez un certain nombre de concertistes qui sont les forêts, les vers de terre, etc. Nous, quelle est la place dans notre concert? Donc, ça serait d'atterrir en fait dans une place, donc de choisir des rôles, et après de faire que tout ce dont on a besoin pour vivre, eh ben, ça s'adapte à ça. Et par exemple, l'économie, dans ce concept-là, qui est aujourd'hui une économie extractive, donc qui crée énormément de déchets. Nature a montré que l'ensemble des objets non biodégradables qu'on a créés, les artefacts, leur somme, leur poids, il est aussi gros que le poids de la biosphère, c'est-à-dire de tout le vivant. Et l'économie deviendrait nécessairement circulaire et régénérative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait de l'économie circulaire ou de l'économie régénérative, on est obligé de le justifier par rapport à son coût. Ah oui, mais ça coûte plus cher. Là, non, c'est juste que cette créature qui est en sur-régime, elle a besoin de faire ça, et c'est plutôt l'économie extractive qui devrait si on avait la croyance partagée qu'on fait partie d'un collectif qui est au service du vivant, ça devient une nécessité. La manière de faire de l'agriculture, on va ponctionner dans des sols des nutriments qu'on relâche ailleurs sans les faire revenir, et qu'on va substituer par des
des composés azotés ou des composés issus du craquage de méthane, etc., pour pouvoir faire des engrais, c'est une absurdité. Donc, automatiquement, vous avez de l'agroforesterie, automatiquement, vous avez de la permaculture. En tout cas, ces concepts, vis-à-vis de ce concept d'homobiocéris, deviennent des évidences. Les énergies doivent être nécessairement renouvelables. La santé, on se rend compte que ça pourrait même devenir le pouls, c'est-à-dire qu'au-delà de la santé individuelle, c'est la santé de l'humanité et la santé des écosystèmes dans lesquels on est. Et ça, des économistes comme Éloi Laurent ont bien expliqué comment on pourrait prendre la santé et comment ça pourrait réguler. Prenez la géopolitique. Aujourd'hui, en fait, cette humanité, elle est divisée en 153 États ou même 190 si on 192 États si on prend les nations de l'ONU. C'est comme si on avait fragmenté l'humanité en disant, en fait, toutes ces parties, on ne se parle pas et on n'échange pas des ressources. Et là, en fait, on arrive à des aberrations où, par exemple, vous avez sur les 8 milliards d'humains, 800 millions d'humains, donc un dixième, qui n'ont pas à manger. Donc, c'est comme si nous, on avait 10% de nos cellules qui n'étaient pas alimentées. Ça s'appelle une gangrène. Et donc, il y a une partie… Et dans une humanité qui prend conscience de son tout, en fait, tout le monde aurait à manger. La notion d'éducation, de politique, de transport, en fait, tous ces phénomènes-là prennent une autre manière. Et vous avez un concept, une fois que ça, c'est partagé, qu'on fait partie d'un même tout qui est là. Et surtout, ça change complètement le rapport à l'autre. C'est-à-dire que si on se considère, toi et moi, ou tous les gens qui sont là, comme des cellules d'un même corps, ça va beaucoup plus loin que la fraternité. Ça veut dire que, en fait, on œuvre pour la même chose, on construit la même chose. Et même celui qui était complètement différent, c'est une cellule d'un même corps. Et donc, il y a un sentiment de se dire, l'autre, c'est moi, mais avec une autre vie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement profond qui change complètement notre rapport à l'autre et devient une source d'enrichissement, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son niveau de richesse. Et on pourrait voir aussi ça comme toute l'humanité étant une source d'enrichissement pour les uns les autres. Donc, voilà. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais dans le bouquin, je le développerai au fur et à mesure parce que Révolution Bleue, il y aura 3 tomes, de montrer en fait comment ça change complètement la manière de se penser au monde. Et cette manière-là rend tout le reste beaucoup plus simple parce qu'il y a une croyance commune. Et aujourd'hui, la seule croyance commune, c'est l'argent en fait, quoi. Mais l'argent, c'est un mythe, quoi. C'est une histoire qu'on se raconte, quoi, auquel on fait confiance et on s'est raccroché à ça. Et là, on pourrait se dire quelle est la monnaie de cette homobiocéris. Alors moi, j'ai des théories où l'amour pourrait être la monnaie, etc. Et puis et l'amour, c'est une monnaie qui est nécessairement circulante. Et l'énergie de cohésion qui fait que des choses s'agglutinent pour faire quelque chose d'autre supérieur. En fait, cette force de cohésion, c'est aussi l'amour. Hein. On peut la nommer de plein de manières différentes, mais en tout cas, de l'agapé, de l'amour universel, et d'arriver de faire de l'amour la force qui pourrait lier les humains entre eux. Et voilà, donc la Révolution bleue, c'est comment passer de 8 milliards de sapiens séparés vers un homobiocéris uni, composé de 8 milliards de cellules qui sont unies dans la diversité et pas dans l'uniformité, comme les Chinois voudraient le prôner, et qui laissent personne au compte, et qui épousent les limites de la biosphère en ayant énoncé quelles sont les grandes fonctions. Et si on explique quelles sont les grandes fonctions de l'humanité vis-à-vis de la biosphère, la fonction numéro 1 pourrait être de prendre soin du vivant au lieu de le détruire, quoi. Et puis, bon, il y a tout un tas d'autres fonctions qu'on pourrait élaborer. Le fait qu'on n'ait jamais dit à quoi sert l'humanité vis-à-vis du vivant, en fait, on ne peut pas rendre l'économie compatible avec le vivant parce que la couche externe, c'est-à-dire de pourquoi on est là, en fait, déjà dès ce moment-là, on considère que le vivant nous appartient. Et si on remet l'humanité à l'intérieur comme un organe, ça gère la question de l'anthropocentrisme et ça gère la question de pourquoi est-on là collectivement, et on peut donner du coup un sens aux missions des entreprises ou aux missions des individus. Moi, je sais effectivement que c'était ça qui m'avait beaucoup marqué, entre autres dans Homobiosphéris. C'est cette prise de conscience qu'on fait partie d'un tout et que, en fait, sans ce tout, on n'existe pas aussi, qui rebat totalement les cartes de ce pourquoi on agit et de ce pourquoi on fait fonctionner l'économie, la politique, l'agriculture, l'éducation, tout. Et en fait, en prenant conscience qu'on fait partie de ce tout, effectivement, tout naturellement va œuvrer à la préservation de ce tout, quoi. Et je trouve que c'est
hyper Et ce qui fort. est intéressant, c'est que ce tout, il est déjà en constitution. Je veux dire, on peut voir l'économie ou les télécommunications comme des moyens de rapprocher les gens. Mais comme on n'a pas pris conscience de nous-mêmes en tant que tout, en se disant qu'est-ce que l'humanité? Philosophiquement, ce n'est jamais discuté. Quel est le projet humain? Vous avez vaguement les religions, et même dans les religions, ils ne disent pas à quoi l'humain sert. Quoi. Je veux dire, il sert Dieu éventuellement, il sert mais à quoi sert l'humanité? C'est une question qui n'est pas posée. Et je pense qu'il y a 2000 ans, en fait, cette question ne se posait même pas. En fait. Et peut-être qu'effectivement, à l'époque, c'était d'envahir le monde, d'être dans le plus de monde partout. D'ailleurs, c'est écrit dans la Genèse, dans la Bible, etc. Mais aujourd'hui, parce qu'on a atteint les limites planétaires, ce tout va devoir prendre conscience de lui-même et incorporer ces limites planétaires. Et en tout cas, c'est une façon de voir les choses qui peut permettre de mettre les gens d'accord sur ce commun-là et de construire en fait la transition sur une autre base en mettant le cœur et notre appartenance du vivant au centre du projet humain. Pour accompagner cette transformation, donc tu parles de Révolution Bleue, c'est le titre de ta nouvelle saga. Tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu veux dire un peu plus de mots sur la Révolution Bleue? Deux mots. En fait, au départ de la Révolution Bleue, il y a ce rêve de l'astronaute de Paul Garner de faire cette Révolution Bleue, et les autres héros, donc Lucie, Abel et une petite fille qui s'appelle la Petite Princesse, qui est inspirée du Petit Prince, et pour la petite histoire, et ça c'est le pitch du roman, mais on a retrouvé il y a 2 ans, enfin moi j'ai retrouvé il y a 2 ans une lettre dans laquelle Saint-Ex avait promis à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince qui devait s'appeler La Petite Princesse. Et comme dans le bouquin, l'avenir de l'humanité, c'est en fait de devenir une sorte de petit prince qui a épousé les limites planétaires, la petite fille dans le bouquin cherche le manuscrit de La Petite Princesse dans lequel il y aurait les clés d'activation d'Homo Bioceres. Et en fait, elle, au départ, elle ne sait pas qu'elle a ce rôle-là. Elle se retrouve avec ses parents adoptifs, Lucie et Abel, prise dans un mouvement qui s'appelle la Révolution Bleue, qui est justement comment on passe du rêve de Paul Garner à agir. Et donc, ce mouvement qu'est la Révolution Bleue, c'est d'arriver à mettre dans un même mouvement l'ensemble des forces de transition, que ce soit les entreprises, que ce soit les gens qui œuvrent, des bâtisseurs, des soigneurs, des résistants, et qu'ils fassent une forme d'union sacrée pour dire on va travailler tous ensemble, et on prend conscience qu'on est déjà des cellules mutantes de ce méta-organisme qui est en genèse. Alors, au début, ils ne le savent pas, qui sont ça, et puis petit à petit, ils découvrent en fait qu'ils sont en train de bâtir cette humanité en émergence, mais c'est un processus qui se fait malgré eux, et ils mettent l'harmonie et l'amour, et surtout le rapport avec ceux qui ne font pas encore partie de la Révolution Bleue. L'idée, c'est de dire tous les gens qui n'ont pas encore transitionné, ce n'est pas des ennemis qu'on doit combattre, mais c'est des gens qu'on doit inspirer pour qu'ils nous rejoignent. Et donc, on considère que ce sont les prochains qui vont nous revenir. Et ça, c'est une posture qui est assez différente d'un certain nombre de postures, on va dire, d'activisme, qui ont leur rôle, mais qui, dans le temps imparti qu'on a, on n'a pas le temps d'une grande guerre entre le monde qu'on doit faire changer et ceux qui ont déjà changé. Faire très attention aussi à ce « je suis meilleur que toi », etc. Et ces concepts de pureté, et l'idée, c'est d'avancer tous ensemble dans cette Révolution Bleue. Donc, le bouquin raconte en fait ce mouvement, comment il passe de quelques centaines de milliers de personnes à 1 milliard à la fin du tome 1 et à plusieurs milliards dans les autres tomes, et avec toute la complexité évidemment que ça évoque, parce qu'il y a des pays, notamment la Chine, qui sont complètement contre ce mouvement-là, puisqu'eux voulaient asservir le monde en utilisant le truchement de la transition écologique. Il y a des forces sombres de capitalisme, etc., qui sont contre la Révolution Bleue. Et donc, pour moi, c'est vraiment un laboratoire d'idées pour voir comment cette idée pourrait se déployer. Et on se rend compte qu'à un moment, la Révolution Bleue a une sorte de plafond de verre, et c'est la croyance en Homo Bioceres qui permet de développer, de dépasser ce plafond de verre. Super. Est-ce que alors c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure de parfois du caractère peut-être un peu trop ésotérique de ces sujets-là, qui peuvent paraître ésotériques alors qu'ils ne le sont pas forcément, et du coup qui peut
est-ce que ça peut avoir des difficultés à passer en entreprise? Moi, je suis persuadé que c'est un récit qui peut embarquer les entreprises, justement. Alors moi, au départ, quand j'ai écrit ça, bon, j'essaie que moi, j'aime bien faire des choses qui soient extrêmement simples à comprendre et même si c'est compliqué, j'essaye de tout expliquer. Ouais. Donc pour moi, il y a le roman, mais il y a aussi des conférences que je donne en entreprise là-dessus. Donc là, j'ai donné beaucoup de conférences sur Homo Bioceris pour le lancement du bouquin. Et maintenant, je donne beaucoup de conférences en entreprise sur Homo Bioceris. Et la semaine dernière, j'ai été très étonné parce que j'ai donné une conférence devant 2300 chefs d'entreprise dans le cadre du CJD, là, le cercle des jeunes dirigeants. Donc, c'était leur congrès annuel. Ils m'ont demandé de faire on va dire, la conférence inaugurale sur Homo Bioceris. Et je me suis dit, il n'y a aucun… Moi, je connaissais 2 personnes sur les 2300. Donc, les gens ne me connaissaient pas non plus. Donc, pour moi, c'était un crash test de se dire, est-ce que cette idée-là… Et en fait, ça a complètement enthousiasmé les gens. Je n'ai jamais autant reçu de messages parce que cette idée, pour eux, ça a changé. On est très souvent sur le comment faire la transition énergétique, mais là, on est à la question à comment je me positionne moi en tant qu'individu par rapport à ça, comment une entreprise se positionne par rapport à ça, et d'avoir un concept pour le visualiser. Et ça leur a permis vraiment de visualiser. Donc, il y a eu vraiment un énorme engouement, et je le vois dans plus en plus d'entreprises vers lesquelles je suis. Et dans cette logique d'Homo Bioceris, c'est quoi? C'est-à-dire que dans ces processus, en fait, dans ce métabolisme qu'est l'humanité et dans l'économie, il y a toute une partie de ces processus qui sont liés à des entreprises qui vont gérer le système alimentaire, qui vont gérer le système énergétique, etc. Elles sont comme des organites, c'est-à-dire des petites parties de cet organe. Et donc, leur propre transition dans cette grande métamorphose de l'humanité, c'est d'arriver à se rendre, on va dire, biocompatible, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça les amène à une forme de radicalité dans la manière de le penser, c'est-à-dire que la bio-inspiration doit être maximum. Et pas juste, je vais enlever 10% de mon taux de carbone et rien changer. Et ça amène les gens à regarder le monde d'une toute autre manière. Et moi, j'ai vraiment senti de la part des entrepreneurs, alors le concept, il est récent, hein, il n'a que quelques mois, et pour l'instant, on n'est pas encore dans ces déclinaisons aux entreprises, on est plutôt sur la phase d'inspiration. Mais moi, c'est quelque chose que je vais essayer de décliner pour amener les boîtes à se dire, si moi, je suis un organite d'Homo Bioceris, comment ça m'aide à reformuler ma mission d'entreprise, à reformuler ma stratégie d'innovation, à reformuler qui je suis vis-à-vis de mes employés, vis-à-vis de mes stakeholders, vis-à-vis de la biorégion dans laquelle je suis, pour arriver à penser ça d'une autre manière. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un récit qui plaît. Et ce n'est pas juste qui plaît, c'est un récit qui soutient et qui fait, comme je vous le disais au début, qui fait que des choses qui sont apparemment compliquées à énoncer, parce qu'on doit toujours les justifier par rapport à l'ancien modèle, on peut les justifier par rapport à ce nouveau modèle d'organisation de l'humanité. Parfait. Et puis, ça permet de retransformer complètement les raisons d'être aussi des boîtes et du coup de renverser encore une fois le rapport aux choses, quoi. Ouais, et la raison d'être, souvent, c'est, enfin, je ne critique pas ce processus-là, mais ce sont des phrases. Mais s'il n'y a pas un modèle mental qui est partagé, basé sur un archétype qui structure l'inconscient collectif et l'humanité, c'est des structures sociales et c'est des structures psychiques. Là, on arrive à quelque chose qui est, qui est intéressant, quoi. Okay. On arrive bientôt à la fin du webinaire. Moi, j'avais envie peut-être d'ouvrir un peu, quand tu parlais de la révolution bleue tout à l'heure, sur est-ce que tu as des exemples à nous donner ou toi, qu'est-ce que tu as prévu de faire là dans les prochains mois, prochaines années pour accélérer cette révolution bleue ou de soutenir peut-être des projets à côté? C'est très récent et je dirais là, la première chose pour l'instant, c'est que il y ait plus de gens qui lisent le livre. Tu vois. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de parler du livre parce que ce récit qui est enthousiasmant, qui plaît, il y a vraiment des retours super là-dessus. C'est important qu'il soit lu par des acteurs parce que par rapport à ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, si vous lisez une histoire, ça permet de le mémoriser. Les gens ont envie de voir ça advenir et pour moi, voilà. Donc là, on va dire jusqu'à la rentrée, jusqu'à cet été, le but, c'est que voilà, il y ait plus de gens qui lisent ça, notamment dans les écosystèmes de la transition, mais pas que, pour que ce récit devienne un récit partagé. Il y a déjà un très bon succès de lancement, mais voilà, s'il y a des gens qui écoutent, de le faire lire autour d'eux, de l'offrir, de le recommander, ça, c'est pour moi, c'est la chose la plus importante. Et après, à partir de la rentrée, il va y avoir des évolutions dans One Home et peut-être des cercles de réflexion pour se dire comment on peut s'organiser pour la faire, cette révolution bleue. Mais
moi, à court terme, je dois bosser et je dois aussi m'occuper de mes enfants et aussi écrire la suite. Donc là, à très court terme, voilà, moi, je dois remettre un manuscrit pour le tome 2 à la fin de l'été pour qu'il puisse après faire toutes les itérations avec l'éditeur, sortir au printemps prochain, c'est-à-dire un an après le tome, après La Petite Princesse. Donc moi, je suis là-dessus. Mais voilà, et il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire cette révolution bleue. Mais cette révolution bleue, comme je le disais, c'est pas quelque chose en plus. C'est juste de se reconnaître les uns de les autres, de reconnaître qu'on fait une union sacrée. C'est pas un nouveau mouvement, c'est pas de faire autrement. C'est d'utiliser tout ce qui existe déjà, mais de faire que tout ça, ça prend conscience de soi-même. Mais je dirais, voilà, moi, je vais être vraiment à l'écoute de ça, mais bon, déjà, voilà. Mais avant de travailler sur comment on s'organise, si on est quelques milliers de lecteurs passionnés, c'est pas la même chose que si on est quelques dizaines de milliers de lecteurs ou quelques centaines de milliers de lecteurs. Parfait. On arrive au moment des questions. Je vais donner la parole à Clémence, qui a sélectionné des questions pour toi, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Alors, dans le chat, là, on voit bien déjà la horde de lecteurs passionnés. J'ai une première question de Franck qui demande quelle place pour la culture dans ces interactions, en faisant référence aux interactions nécessaires pour créer Homo Biospheris, et rejoint-elle l'éducation? Ouais. Alors, la culture, enfin, j'ai pas mis tous les trucs, mais la culture, elle joue un rôle énorme dans le bouquin, notamment la musique, hein, qui est un élément absolument fondamental dans le livre pour assurer cette cohésion et cette harmonie là-dedans. Et dans la Révolution bleue, il y a énormément d'artistes qui sont là pour la mettre en image, la mettre en musique, la mettre en danse. Et la Révolution bleue, c'est une fête, quoi. Et donc, la culture, on va dire, les arts sont utilisés. Et la culture humaine, qui est en fait l'ensemble des savoirs et des us et coutumes des humains, ça, on va dire, c'est le réservoir de l'humanité, et que ça soit des cultures récentes ou des cultures très anciennes comme celles des peuples premiers, c'est vraiment la base pour réinventer cette culture planétaire qui ne sera pas, on va dire, uniforme, mais biorégionale et basée sur les particularités culturelles de ces territoires. En fait, c'est une étape, en fait, on va dire, de rajouter une identité planétaire en plus de notre identité nationale, régionale ou de notre ville, en plus de l'humanité. Et ça, on voit bien, enfin, quand on fait tout un tas de travaux sur les structures d'évolution de la psyché, qu'il y a entre la psychogénèse et la sociogénèse des parcours qui sont similaires, et c'est de rajouter cette identité planétaire, et la culture est au cœur de ça. Et donc, il y avait la culture et quoi? C'était voilà. Et l'éducation, alors, moi, l'éducation, vous verrez dans le bouquin, il y a beaucoup de trucs sur l'éducation, parce qu'ils testent des modes d'éducation différemment pour que les enfants ils aient d'éducation à l'émerveillement, à l'éducation sur les vulnérabilités, mais que cette éducation, elle s'adresse aussi aux parents, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se dirait que les gamins, en fait, moi, je vois les gamins, c'est déjà des Homo Biospheris. C'est juste que avec le temps, ils deviennent autre chose, quoi, et qu'on les formate dans le système de l'ancien monde qu'on veut réinventer. Et donc, la déconstruction, elle doit être beaucoup faite auprès des adultes autant que des parents. Donc, évidemment, l'éducation a un grand rôle là-dedans dans la Révolution bleue. Super, merci pour cette réponse. J'ai une deuxième question de Sandra qui s'interroge sur comment est-ce qu'on peut... quel sens de l'Homo Biospheris avec les jeunes générations et la société en général qui aurait plutôt tendance à prôner l'individualisme? Ça, c'est la grande question, en fait, du bouquin, c'est est-ce qu'on va vers le tous ensemble ou le chacun pour soi, quoi. En fait, on se rend compte qu'on ne peut pas dire les jeunes générations, elles sont individualistes et les vieilles, elles sont collectives, etc. Ça dépend des individus, ça dépend où vous avez cru. Et je pense que tous, on peut être soit très individualiste, soit très collectiviste. Et, et pour moi, la vraie question, c'est la question des limites planétaires. S'il n'y avait pas cet étau qui se serait contre nous, l'humanité évoluerait certainement pas vers ça. C'est-à-dire que c'est des conditions extérieures qui vont faire des conditions historiques qui favorisent cette émergence, parce que quand vous allez avoir une multiplication des catastrophes, là, c'est pareil. Soit chacun se planque, soit on s'organise ensemble. Et pour moi, c'est le moment où il faut qu'on ait un concept prêt pour pouvoir faire tous ensemble, au sein d'un pays,
entre les pays et ça ne va pas de soi. Et dans le bouquin, on se heurte à ça, c'est-à-dire dans les structures individuelles et collectives, la part du chacun pour soi, on a tellement été biberonné avec ça que c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc, il y a toute une, je dirais, une hésitation en fait de chacun et de tous vers ça. Mais c'est la pression extérieure et la beauté de ce collectif qui va inspirer les gens. Parce que il ne suffit pas juste aux gens de dire aller vers le collectif parce que c'est obligé, c'est la seule voie. Ça rend pas désirable. Et la Révolution bleue, parce qu'elle est fondée sur l'amour, l'harmonie, et puis la joie, et l'enthousiasme, et la créativité, c'est pas un truc où on retourne à l'âge de pierre, c'est un truc où on réinvente tout. Et ben, en fait, ça donne envie aux gens de la rejoindre. Et je crois que de rendre ce collectif désirable, c'est ça qui assure en tout cas sa capillarité et sa croissance dans le bouquin, et qui pourrait l'attirer dans la réalité aussi. Ok, j'ai une question d'Antoine qui s'interroge sur le rôle de l'IA pour faire advenir cette révolution bleue et peut-être élargir à la technologie en général. Ouais, alors bon, moi, ça fait, j'ai fait beaucoup de recherches en maths et une partie de ces recherches ont été utilisées dans l'IA. J'ai toujours suivi l'IA. Mais l'IA, elle végétait depuis un certain nombre de temps. Et on va dire, il y a 1 an et demi, depuis l'invention de ChatGPT, je pense que là, on a passé avec les IA génératives un truc que aucun chercheur en IA imaginait. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait mettre de l'IA dans la première scène, dans le prologue de Révolution bleue, où l'astronaute Paul Garner dialogue avec une IA. Et j'avais voulu une IA qui était conversationnelle, avec beaucoup d'émotions. Et je me disais que l'IA pourrait être un peu notre double, nous aider dans notre évolution et un peu d'aller plus loin que Heure. Et je m'étais dit, ça arrivera que dans 5 ans ou dans 10 ans, parce qu'on n'arrivera jamais à ce niveau de vibrato entre une IA et soi. C'est déjà possible avec GPT 4.0 là maintenant. Donc, pour moi, la question de l'IA, c'est un des plus gros game changers qui arrive. Et comme on n'en est que, je dirais, les révolutions se succèdent à une vitesse incroyable, je ne sais pas encore exactement où ça peut se positionner. Ce que j'envisageais dans le tome 2, c'est que les gens utilisent l'IA pour nous accompagner dans la transition énergétique, à la fois pour faire des découvertes et puis pour intégrer tous les savoirs et nous aider à prendre des choix. Mais ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a tellement de métiers qui pourraient être remplacés par l'IA qu'à un moment donné, ça va accélérer la question de se dire pourquoi on est là, tu vois, je veux dire, et donc de nous ramener à ce que c'est fondamentalement d'être un être humain, ce que c'est fondamentalement l'économie. Si être un grand avocat, c'est plus quelque chose qui permet de gagner de l'argent, parce qu'on peut poser la question à ChatGPT, qu'est-ce qui reste en fait aujourd'hui, quoi. Et en fait, on se rend compte que les choses qui restent, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des autres, etc. Et même là-dedans, je veux dire, vous avez des IA qui peuvent être plus empathiques que certains aides-soignants. Enfin, ma mère était infirmière, donc j'espère qu'ils ne seront pas plus empathiques que ma mère, mais que certaines personnes, même nous en tant que parents, parfois on s'énerve, etc. Donc, je pense que ça peut être un activateur de notre humanité ou un désactivateur total et un truc le plus déshumanisant. Et toute la question, c'est là où on se le met. Et moi, la manière dont je me le représente, c'est de se dire aujourd'hui, on a mis la technologie au service de la culture humaine, qui asservit la culture humaine, qui elle-même asservit la biosphère. Et si on met la biosphère en haut, qui elle asservit les cultures humaines, et de mettre la technologie au service de tout le reste, et ben en fait, on arrive à quelque chose qui est vachement intéressant. Et Homo Biospheris, en fait, permet de se dire, si la technologie, enfin, si Homo Biospheris n'est pas au service de la technologie, mais que la technologie est au service d'Homo Biospheris, qui est lui-même au service de la biosphère, là, on arrive à quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et toute la question de qu'est-ce que la technique, enfin, pendant les années de recherche que moi j'ai fait avant, en fait, je suis arrivé à la conclusion que le problème, ce n'est pas la technologie, en fait, c'est la manière dont on crée la technologie et à quoi elle sert, parce que la nature est technologique. Il y a des tas d'objets dans la nature, mais même les objets les plus simples, une cellule, c'est plus compliqué et incompréhensible qu'une usine pour fabriquer des fusées SpaceX, quoi. Et un œil humain, c'est plus complexe que n'importe quel iPhone, et ça naît de l'amour entre deux créatures. Donc,
il y a de la technologie, sauf que tout ça, c'est biodégradable, créé en résonance avec le reste du vivant. Donc, pour moi, la technologie, c'est juste que la manière dont on l'a fait, elle est complètement rudimentaire. Et que si on regardait le vivant, comme nous y encourageait déjà Léonard de Vinci, on pourrait repenser ça complètement. Mais voilà, mais il y a ce disrupteur total dont on mesure à peine le tsunami. Et pour moi, c'est une grande question. Je n'ai pas envie d'en faire le sujet principal du tome 2, mais ça va être un des sujets principaux du tome 2 parce que je ne peux pas éluder cette question qui, pour moi, était trop nouvelle il y a 1 an et demi quand j'ai commencé, enfin, quand j'avais fini d'écrire le premier tome de Révolution Bleue, parce que je ne savais pas à quelle vitesse ça allait aller. Voilà. Donc, Merci pour cette réponse. Le temps file, donc on va prendre une toute dernière question. Il y a Nicolas qui demande quand est-ce que la traduction anglaise est prévue. Il en a besoin pour pouvoir recommander et offrir ce bouquin autour de lui plus largement. Alors, bon, si vous connaissez un peu le monde de l'édition, en fait, ce n'est pas les Français qui traduisent. Il y a un marché de l'édition où des éditeurs étrangers achètent les droits et eux traduisent, parce que c'est eux qui connaissent les boutiques dans lesquelles on met. Un éditeur français ne peut pas mettre des bouquins à Chicago ou en Australie, donc il faut que ça soit un éditeur anglo-saxon. Donc là encore, tout ça, ça dépend du nombre de ventes qu'on fait en France et qui font faire qu'ils achètent ou pas le bouquin. Et le marché anglo-saxon est le plus difficile parce qu'il n'y a aucun bouquin français sur ces dernières années qui a marché aux États-Unis en roman. Il n'y a vraiment rien. Tous les grands best-sellers, ça a été un échec total. Donc, il y a une grosse réticence à acheter des bouquins français. Là, la force qu'on a, c'est que les thèmes ne sont pas du tout français là-dedans et qu'il y a ce truc du Petit Prince qui est quand même le bouquin le plus traduit au monde. Donc, si on arrive à se rentrer dans le sillage du Petit Prince, voilà, donc le bouquin, il a été préfacé par l'héritier de Saint-Exupéry. Donc, on va essayer de voir par les réseaux du Petit Prince, parce que pour moi, une traduction anglaise, c'est quelque chose qui pourrait être majeur. Et si jamais, ça bloque, justement aujourd'hui avec les IA, etc., moi, je pense que je le financerai moi-même et qu'elle sera au moins en numérique, etc., parce que vous avez beaucoup de gens qui lisent en numérique dans le monde anglo-saxon. Mais je vais déjà essayer pendant 6 mois là d'essayer de passer par des canaux existants. Et puis, il y a peut-être, moi je connais les éditeurs, enfin Biosphère 2 dont je parle dans le roman, ils ont une maison d'édition, je connais très bien la directrice de la maison d'édition, c'est la femme du fondateur de Biosphère 2. Ils étaient déjà à l'époque intéressés par Siècle Bleu, mais ça ne s'était pas fait. Mais moi, je vais essayer que ça puisse être traduit. Mais en fait, c'est mon rêve le plus important. Et je pense que ce livre, il devient intéressant à partir du moment où il est lisible en anglais ou dans d'autres langues. Parce que, en France, ça va être intéressant de voir ce que ça éveille chez les gens. Mais s'il commence à être lu au Brésil, etc., il y a peut-être un truc de l'ordre de l'émergence, et même pour ce mouvement de la mondialisation de la créature humaine, de cet Homo bioceris, c'est hyper important qu'il soit dans les langues. Mais peut-être que c'est l'IA qui toute seule va résoudre ce truc-là. Le progrès de l'IA pour traduire ce genre de bouquin, c'est impressionnant. Ça ne vous met pas une cohérence de style encore tout le long. Donc, ça reste des traductions, je dirais pas pauvres. Hein. Il y a 5 ans, c'était pauvre. Mais voilà, donc, mais en tout cas, j'ai bien ça en tête. Mais ça dépend aussi de vous et de la manière dont le livre est recommandé des uns aux autres. Merci beaucoup. Et puis, longue vie à Révolution Bleue. Voilà. Et vous avez un site révolutionbleu.fr dans lequel, si vous ne l'avez pas vu, il y a plein d'infos, des interviews, mais il y a les playlists aussi et plein d'infos sur la Révolution Bleue. Et voilà, lisez La Petite Princesse. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre. On va partager tout ça. Clémence va envoyer dans le chat le lien dont tu parles. Et donc, effectivement, lisez Révolution Bleue. Je vous incite moi aussi beaucoup à le lire. C'est passionnant. Et moi, j'ai hâte de l'année prochaine, de la sortie du tome 2. Voilà, donc merci beaucoup Jean-Pierre. Pour donner quelques infos supplémentaires sur nos actus, on anime notre prochain webinaire aura lieu le 9 juillet à 11h30 avec Eina Kéros, chercheuse passionnante qui va nous parler du biomimétisme. On vous a parlé du coup de notre atelier Suivez la piste du vivant en introduction. Pareil, on va vous envoyer le lien pour vous inscrire à la réunion d'information. Et pareil, on va vous envoyer aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Instagram.
On va vous envoyer des liens pour nous suivre et pour être tenu au courant de nos prochains événements. Voilà. Et si vous arrivez, ouais, j'ai pas réussi à garder le chat parce que du coup, en parlant, j'ai pas lu du tout. Si vous avez une mémoire du chat, je veux bien le lire là parce qu'il y a plein de super questions qui ont été posées et commentaires et, Ouais. et que ça s'efface pas quand on quitte la conversation. Ouais, on t'enverra ça. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, merci à tout le monde. Très bonne journée et à bientôt. Et vive la Révolution bleue. Vive Révolution bleue. Merci. Merci.